qui me fait plaisir aussi, c'est effectivement, moi aussi, je souhaitais revenir. J'étais quand même proche de l'agriculture, particulièrement comme députée de Compton-Stanstead. Vous savez, c'est un comté laitier, donc c'était déjà un secteur qui me tenait à cœur. Mais j'ai vraiment eu la piqûre depuis le mois de mars et je souhaitais vraiment, réellement, être de retour parmi vous. Et c'est un honneur, en plus d'être un plaisir, d'être ici aujourd'hui et de pouvoir être la ministre responsable de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour le Canada. Je comprends que l'année 2019, c'est une année particulièrement éprouvante à plusieurs égards. La température, le printemps tardif, la saison des récoltes, froide, humide, et comme si on en avait besoin, la grève du CN. D'ailleurs, je vous remercie de vous être assuré pendant le conflit que je sois bien informée, que j'ai les informations pertinentes pour pouvoir nourrir à ma façon mes collègues, ministre du Transport, ministre du Travail aussi, pour s'assurer qu'on mette toute la pression qu'il fallait pour que le conflit se règle dans les meilleurs délais. Ça me préoccupait vraiment beaucoup. Je suis soulagée aujourd'hui pour vous, pour les familles, même si je comprends que ce n'est pas tout à fait fini. Il y a aussi toute la question de la hausse du coût du propane qui a un impact sur vous. Les perturbations des marchés étrangers, ça aussi, ça crée beaucoup d'insécurité. Des bouleversements financiers, personnels, ce sont des nouveaux risques qu'il faut gérer. C'est une nouvelle réalité. Alors, et comme si tout ça, c'était pas assez, l'année 2019 a aussi été marquée par le départ de producteurs de façon accidentelle ou de façon plus difficile. Puis je sais que tout ça, ça cause beaucoup de stress chez plusieurs, de la détresse dans les familles aussi. Alors, j'ai remercié, félicité M. Lamontagne ce matin d'avoir fait un investissement significatif dans l'organisme Au cœur des familles. Je ne peux pas vous dire que c'est directement associé, mais le fait qu'on a, nous, il y a quelques années à peine, investi 5 milliards de dollars dans la santé mentale et versé aux provinces, j'espère que ça les a encouragés aussi, donner les moyens d'investir plus dans la santé mentale de nos producteurs aussi. C'est un enjeu qu'on prend très, très au sérieux. La communauté agricole est forte, mais aussi fragile à certains égards. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'avec Financement Agricole Canada, on a développé, cultivé la résilience, et c'est un petit document que vous avez certainement tous reçu. Cette année, j'ai le privilège de travailler avec vous sur des dossiers prioritaires pour l'agriculture québécoise. On a appris à se connaître, à se faire confiance depuis le printemps. Je suis vraiment heureuse, encore une fois, de reprendre le flambeau et de continuer ce qu'on a commencé ensemble. On a un plan d'action ambitieux pour accompagner, renforcer le secteur. Puis je veux aussi m'assurer que les jeunes et les femmes soient plus présents dans nos discussions, et je vous encourage à le faire aussi. Tout d'abord, je poursuis le travail sur la gestion de l'offre. Vous savez que c'est un dossier qui me tient à cœur, pas juste à cause que c'est au cœur de mon comté, mais aussi c'est important pour 11 000 producteurs à travers le Québec et le Canada. Donc, c'est pour ça que j'étais fière d'annoncer au mois d'août les compensations pour les producteurs laitiers. Donc, on a respecté nos engagements, on suit les étapes nécessaires pour que le premier versement vous soit versé directement le plus rapidement possible. Vous avez probablement remarqué qu'on a des petits défis, la Commission canadienne du lait a des petits défis avec le portail. Alors, si vous voulez avoir le paiement cette année, vous pouvez patienter encore quelques jours. On a repoussé la date d'échéance au 13 décembre, mais dans le doute, complétez le formulaire papier, envoyez-le par fax ou par la poste tout simplement pour vous assurer d'avoir votre versement avant le 31 décembre. Si au contraire vous le souhaitez en début d'année, vous pouvez patienter un petit peu plus longtemps pour que le portail fonctionne bien. Et voilà, vous allez recevoir cette 345 millions de dollars-là qui est distribué comme premier versement. Je travaille évidemment aussi à finaliser les compensations pour les secteurs, pour les producteurs d'œufs, de volailles et pour les transformateurs. Comme vous le savez, je pense que j'en ai fait la démonstration, je suis convaincue de l'importance du système de la gestion de l'offre, j'y crois sincèrement. Je peux vous assurer que notre gouvernement est encore engagé à défendre le système et à ne plus céder aucune part de marché. Une autre
Une autre de mes priorités, c'est de faciliter l'accès aux marchés internationaux pour les autres produits agricoles. Le Québec est un joueur incontournable sur la scène internationale et notre industrie agroalimentaire a un potentiel de croissance énorme. Et c'est pour ça qu'on maintient le cap avec un objectif de 75 milliards de dollars d'exportation agroalimentaire canadienne d'ici 2025. Que ce soit notre porc, notre grain, nos canneberges, notre sirop d'érable ou les biocarburants, les huiles, les viandes, et j'en passe, les consommateurs de partout dans le monde veulent nos produits de qualité supérieure. Là aussi, on fait face à des défis, mais bon, on a rétabli l'accès au marché de la Chine pour le porc et le bœuf. Il reste maintenant à le faire pour le canola aussi. Je vous assure qu'on prend ça très au sérieux et qu'on le suit de façon très, très systématique. La diversification du commerce est essentielle pour notre prospérité. C'est un enjeu fondamental pour la vitalité économique et l'avenir de nos régions rurales. Je sais qu'en tant que producteur, vous subissez des pressions et vous avez à gérer des risques qui sont différents de ce qui était dans les années passées. Vous avez la tâche complexe de performer à la fois sur le plan économique, environnemental et social, et vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Que ce soit un producteur de grains, par exemple, qui doit mener la bataille sur plusieurs fronts, lutter contre les ravageurs, innover pour s'adapter au changement climatique, maintenir la confiance du public, rester compétitif malgré les coûts des intrants qui augmentent et faire face aux aléas du commerce international. C'est loin d'être facile de gérer tout ça, j'en suis consciente. Alors, quand il arrive un coup dur, je veux m'assurer qu'on a des programmes de gestion de risque qui sont bien adaptés à ces nouvelles réalités, entre autres climatiques et commerciales. Dans 2 semaines, pour la 2e fois cette année, je vais rencontrer tous les ministres de l'Agriculture des provinces et des territoires dans le but précis d'apporter des améliorations à AgriStabilité pour ce printemps. Et on va aussi jeter les bases d'une revue plus en profondeur de l'ensemble des programmes de gestion de risque. Je peux vous assurer que je suis déterminée à améliorer ces programmes pour qu'ils répondent mieux à la nouvelle réalité. Et j'ai bien pris note de votre proposition tout à l'heure. Je vais regarder ça plus en détail. Un autre risque qui me préoccupe au plus haut point, c'est la peste porcine africaine. On a déjà mis en place un plan national pour s'assurer que cette maladie, qui est très contagieuse, n'affecte pas notre production porcine. On doit travailler ensemble, les producteurs, les gros et les petits aussi, les transformateurs, le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, ici au Canada et sur tout le continent américain. C'est notre responsabilité commune de gérer cette menace-là de façon bien coordonnée. Il y a aussi l'environnement, qui est une autre priorité pour moi, pour notre gouvernement, mais aussi pour l'UPA. Et on redouble d'efforts là aussi pour aider à adopter des pratiques plus vertes qui protègent l'environnement, qui vous rendent plus résilients face au changement climatique. Vous le savez, on a déjà commencé l'embauche de 75 chercheurs, on a réouvert la ferme expérimentale de Fredericksburg. Et on veut aussi s'assurer de mettre à la disposition des producteurs les meilleurs chercheurs, les ressources, les technologies qu'il faut. Il y a encore beaucoup à faire pour développer des solutions qui sont à la fois durables et efficaces pour le secteur. Et évidemment, tout ça se fait dans un contexte où la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare, et particulièrement en région. À ce sujet, je peux vous dire que j'ai déjà commencé la discussion avec ma nouvelle collègue qui va être responsable du programme des travailleurs étrangers, Carla Qualtrough. Alors, toute la question du recrutement de ces programmes, des programmes aussi pour l'acquisition de compétences spécialisées, pour la relève, c'est aussi sur la liste de mes dossiers très, très importants. Alors, je suis vraiment contente de poursuivre notre excellente collaboration, d'appuyer des gens, vraiment des gens de passion, d'aider les productrices, les producteurs à faire face aux risques de notre époque. On va aussi pouvoir collaborer sur d'autres plans, entre autres pour rapprocher les Canadiens et les Canadiennes des réalités des régions rurales. Avec notre politique alimentaire, je souhaite que les Canadiennes et les Canadiens comprennent d'où vient leur nourriture, qu'ils apprécient à leur juste valeur les productrices et les producteurs qui travaillent si fort dans des conditions si difficiles pour les nourrir. Je sais à quel point vous prenez soin de vos terres, vous prenez soin de vos animaux. Et vous travaillez aussi dans ce sens-là, entre autres avec les journées portes ouvertes sur les fermes du Québec et avec la campagne Les Champs changent. C'est d'autant plus important que la majorité de la population qui vit en milieu urbain dicte dans une bonne part, le marché, les préférences des consommateurs auxquels il faut aussi s'adapter. Et on est dans un contexte où il y a souvent, c'est souvent difficile de partager
la vérité, les faits dans les nouveaux modes de communication. Alors, c'est un défi qu'on partage aussi. Donc oui, beaucoup de pain sur la planche, mais c'est bon d'être de retour. Soyez assurés que je suis ici à votre écoute, que j'essaie de comprendre le mieux possible et vraiment de travailler pour vous. Je reconnais la valeur de votre travail et je suis fermement engagée à travailler avec vous pour assurer le succès de nos familles agricoles et de nos régions rurales. Merci. Reste debout, on va prendre quelques questions. Merci. Alors, on a le temps pour quelques questions. Numéro 4. Bonjour, Mme Bibeau. Julie Bissolette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, la FRAC. Mme Bibeau, plusieurs producteurs doivent faire face à des choix difficiles lorsque vient le temps de céder leurs actifs à la prochaine génération. Certains ont besoin d'appui pour consolider leurs assises et poursuivre leur développement. Certaines clauses de la loi de l'impôt sur le revenu doivent être actualisées pour tenir compte de la réalité des entreprises agricoles. C'est le cas, notamment, de la déduction pour gain en capital tiré de la vente de biens agricoles, ce qui est plus accessible lorsqu'un agriculteur vend les actions de son entreprise à une société détenue par une personne non apparentée qu'à un membre de sa famille. Dans les réponses obtenues par l'UPA au questionnaire transmis pendant la campagne électorale concernant nos principaux enjeux, votre formation politique mentionnait: nous continuerons également de travailler avec les agriculteurs à l'élaboration de mesures fiscales visant à faciliter le transfert intergénérationnel des exploitations agricoles afin qu'il soit plus facile pour les agriculteurs de transférer ou de vendre des fermes familiales à des membres de leur famille ou à d'autres personnes. Plus concrètement, qu'est-ce que cela signifie et est-ce qu'on peut espérer des changements concrets, mais surtout quand? Merci. Merci, Julie. Alors, oui, c'est un engagement qu'on a pris de faciliter, de trouver une façon d'adapter les mesures fiscales pour faciliter et rendre plus équitable le transfert de fermes apparentées dans un contexte apparenté ou non apparenté. Alors, c'est sur la courte liste des discussions que je dois avoir avec le ministre des Finances avant les fêtes. Alors, je ne suis pas capable de vous donner un échéancier clair en ce moment, mais ça fait partie de nos priorités, de nos engagements. Merci. Julie, elle a fait ça en 1 minute 5 secondes. Parce que là... Micro numéro 3, parce qu'on s'est donné pour les questions. OK, voilà, c'est bon. Discipline. Alors, micro numéro 3. Bonjour, Madame la ministre. Ghislain Loyer, président des producteurs d'œufs d'incubation du Québec. Depuis quelques mois, déjà, il y a des négociations qui sont faites dans le cadre avec les pays du Mercosur et le Canada. Ce qu'on entend, c'est bien sûr que les membres sont sûrement intéressés par les produits de gestion de l'offre et j'ajouterais le bœuf aussi là-dedans. Le 7 octobre dernier, Madame la ministre, vous avez dit qu'un futur gouvernement libéral s'engage à ne plus céder aucune part de marché pour tous les secteurs de gestion de l'offre: lait, volaille et œufs. Dans le cadre du futur accord de libre-échange. Je comprends, c'est celui qu'on est en train de négocier et les autres. J'aurais une question. J'aimerais savoir où en sont les négociations dans le cadre du Mercosur. Et j'aimerais aussi savoir où sont les discussions sur les mesures d'atténuation dans le cadre des producteurs de volailles et d'œufs, s'il vous plaît. Merci. Je vais toujours être très, très candide avec vous autres. Là. Pour faire une mise à jour sur le Mercosur, il faudrait que j'ai une petite discussion parce que vous comprenez que depuis quelques mois, on a un petit peu de décalage. Mais pour ce qui est des compensations pour les producteurs de volailles et d'œufs, ça aussi, je reprends... Comme je disais à Julie tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec le ministre des Finances très bientôt et c'est 2 des sujets qui sont à l'agenda, c'est de compléter toutes les discussions sur les compensations et les transferts intergénérationnels. Donc, l'engagement est toujours aussi ferme. Et je reviens au début de votre question, je n'ai pas oublié aussi, effectivement, je l'ai dit, je peux le répéter, on s'est engagé à ne plus céder de parts de marché qui sont sous gestion de l'offre pour les prochains accords commerciaux. Le premier ministre l'a dit lui-même aussi. Merci. Là, on va se contenter de ceux qui sont là. Donc, on va... Micro numéro 2, parce que les ateliers après, là. Ouais. Bonjour, Madame la ministre. Claude Viel, président des producteurs de bovins du Québec. Ma question, c'est sur le transport, le fameux règlement sur le transport qui va nous arriver le 20 février. Nos producteurs sont très nerveux à savoir comment il va s'appliquer.
quelles seront les règles, parce que les producteurs n'ont pas beaucoup d'informations. Comme organisation, on a très peu d'informations. On est en discussion avec votre ministère, mais nos producteurs sont très nerveux et notre organisation aussi. Vous comprendrez qu'en ce qui concerne le petit veau laitier, entre autres, 12 heures maximum de transport avant un repos de 8 heures. Au Québec, à part ceux qui sont près, très près des acheteurs, les veaux, vous savez, il y a un risque que ces animaux-là ne fassent pas le transport et qu'ils soient euthanasiés à la ferme, mais c'est loin d'être ce qu'on souhaite. Alors, il va falloir trouver des façons rapidement de régler ce dossier-là. Nous, ce qu'on vous demande, Madame la ministre, on sait aussi que vous avez des études en cours de part des employés de votre propre ministère qui travaillent justement et qui n'ont pas fini les études. Et là, le règlement, nous, ce qu'on vous demande, Madame la ministre, pouvez-vous vous engager à reporter l'entrée en vigueur du règlement afin de laisser le temps aux producteurs de s'ajuster, mais aussi pour connaître les conclusions d'études scientifiques en cours dans le domaine du bien-être animal? Alors, la réponse est oui. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma phrase. Le règlement va entrer en vigueur au mois de février, mais pour le secteur bovin, pendant les 2 premières années, il n'y aura pas de conséquences. On va vraiment continuer à travailler avec l'industrie pour pouvoir documenter, bien comprendre tous les enjeux entourant le bien-être animal, les alternatives. Donc, on se donne 2 ans pour travailler avec l'industrie, pour bien comprendre, compléter des études additionnelles, documenter, voir comment on peut s'adapter. Alors, dans l'ensemble, la réglementation entre en vigueur, mais pour le secteur bovin, il y a un délai pour la... Comment dire? J'ai de la difficulté à trouver le bon mot, mais il n'y aura aucune conséquence. Ça va être un processus d'appropriation, de compréhension de part et d'autre, d'adaptation. Donc, on se donne 2 ans pour travailler ensemble. Et il y a un groupe de travail qui est là-dessus. Évidemment, en fait, c'est un projet... Ça a duré pendant quand même 10 ans, les études, puis il y en a toujours qui s'ajoutent. On est toujours ouvert à aller chercher les nouvelles données scientifiques. Et c'est ça. Donc, le compromis qu'on fait, c'est de dire qu'il n'y aura pas de conséquences, mais on travaille ensemble, puis on se donne 2 ans pour le faire. Merci. Je comprends que c'est enregistré. Oui, merci. Oui. Micro numéro 1. Bonjour, Madame la ministre. Bruno Leton, des producteurs de lait. D'entrée de jeu, j'aimerais vous remercier pour avoir réalisé les compensations, non moins significatives, mais importantes pour les producteurs. Mais vous comprendrez que tout n'est pas parfait. Et l'allocation des contingents tarifaires, ça en est un. Autant les producteurs que les transformateurs, nous sommes liés à ces conséquences. L'attribution aux détaillants fait déjà sentir des effets négatifs, et cela à moins de 2 ans des nouveaux accords. Pour les futures allocations de contingents, Madame la ministre, pour assurer la pérennité de l'industrie, pouvez-vous nous assurer que les nouveaux contingents ne seront attribués qu'à l'industrie laitière? Merci. Merci. C'est un dossier que je suivais de près avec le ministre Carr et maintenant, je vais faire la transition avec la ministre Ing parce que je comprends très bien l'impact que ça a. Et il y a une grande consultation qui était en cours cet été sur le sujet au printemps, à l'été. Donc, c'est quelque chose que je veux suivre avec la ministre Ing pour être sûre qu'elle est bien sensibilisée, qu'on voit c'est quoi la marge de manœuvre qu'on a. Et pour les prochains accords, c'est quelque chose que vous pouvez compter sur moi sur lequel je veux veiller, mais je ne suis pas en mesure de prendre un engagement clair. Oui, Marie-Claude, numéro 3. Marie, c'est ça. C'est pas grave, c'est Marie-Chantal. Marie-Chantal, oui. Voilà, Donc, Marie-Chantal Aude, productrice de lait de brebis et de fromage de l'Estrie, donc tout près de Mme Bibeau. Félicitations, vous êtes une ministre de l'Agriculture et j'ai répondu à votre appel comme femme agricultrice. Donc, j'ai appris lors du débat de la FRAC qui avait lieu à Québec où vous étiez présente que le budget de l'agriculture de 2012 à 2017 au Canada, il a baissé de moitié. Moi, ça m'inquiète personnellement. Surtout que M. Hérol Duchesne, il a mentionné que le budget fédéral canadien, il représente 0,78 % du budget fédéral. Quand que nous autres, l'agriculture, ben, on crée un PIB équivalent à 6,7 %. Il y a comme un problème de balance ici. Puis moi, je suis inquiète parce que je sais que vous investissez beaucoup en sciences, en innovation, mais ça prend quand même de l'argent pour pallier à des mesures à court terme, des besoins court terme, moyen terme en agriculture, quand on fait face à
à de la mondialisation comme on fait face présentement. Surtout qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont été oubliés, comme la chèvre, la brebis et la bufflonne dans le secteur laitier. Donc, moi, ce que je vous demande, puis cette mesure-là, puis cette demande-là, elle ne peut faire que consensus parmi tous les agriculteurs, c'est qu'au moins le budget fédéral, étant donné qu'on est 1 % de la population, bien, il passe à 1 % du budget fédéral. Ça, c'est ma demande. C'est le minimum. Puis si on va chercher un 350 ou un 500 millions, parce que je ne sais pas les chiffres exactement, bien, au moins, vous allez pouvoir réinvestir dans des programmes qui sont peut-être plus petits. En tout cas, vous allez pouvoir réinvestir davantage. Fait que moi, ce que je vous demande, c'est êtes-vous prête à investir, à demander à M. Trudeau d'aller prendre un café avec M. Trudeau puis de demander 1 % du budget fédéral? Vous pouvez toujours compter sur moi pour aller plaider beaucoup pour le secteur de l'agriculture. Il y a un certain nombre d'engagements que vous avez vus dans la plateforme, dont investir plus dans les programmes de gestion des risques. Et puis, d'ici quelques jours, les lettres de mandat vont sortir aussi. Et souvent, les budgets sont en lien direct avec les lettres de mandat. Alors, on va tous regarder ça attentivement. Et pour ce qui est des autres productions de lait, bon, comme ce n'est pas sous gestion de l'offre, vous ne bénéficiez pas des compensations. Par contre, je suis tout à fait ouverte à regarder quel autre programme on pourrait mettre en œuvre pour aider ces secteurs-là qui sont en développement. Merci. Merci, Chantal. Micro numéro 1. Bonjour, Mme Bibeau. René Roy, président des éleveurs de porc de la Beauce. Vous avez parlé des objectifs ambitieux comme secteur économique pour l'agriculture, dont on a entendu parler du rapport Barton. C'est très ambitieux. On répond à l'appel en tant qu'agriculteur, exporter plus, notamment dans le domaine porcin. Mais des conditions comme les guerres commerciales, c'est des conditions qui sont hors de notre contrôle. On peut faire quelque chose sur notre ferme, mais moi, en tant que producteur, je suis directement affecté par ces problèmes-là au niveau politique entre des pays. Puis, les outils de gestion de l'offre ne sont pas appropriés pour faire face à ce genre de problématiques-là dont on fait les frais depuis plus d'1 an. On s'est diversifié pour faire face à un danger, comme la problématique au niveau politique, mais encore là, il y a des limites à ce que les producteurs peuvent faire. Donc, pour maintenir notre compétitivité face aux Américains et aux Européens, est-ce que votre gouvernement va mettre en place des programmes de compensation pour les producteurs, puis notamment les producteurs de porc et certains producteurs en production végétale qui ont également souffert, puis également, un autre outil qui est disponible pour nous, c'est dans le domaine porcin, c'est l'Agence de promotion de recherche. Puis, c'est un engagement. J'aimerais entendre un petit peu plus au niveau de l'échéancier de cet engagement-là. Merci. Donc, effectivement, c'est un engagement que j'avais pris en petit groupe, mais ça me fait plaisir de le répéter devant un plus grand groupe. Donc, j'ai vraiment l'intention d'aller de l'avant. On a commencé même la rédaction avec les services juridiques pour l'Agence de promotion du porc. Donc, vous comprenez qu'en 6-7 jours, je n'ai pas eu le temps de relancer tous les dossiers, mais inquiétez-vous pas, je suis quand même assez efficace d'habitude. C'est clairement aussi, plus que sur la table à dessin, là, c'est vraiment entrepris. Pour ce qui est des conflits commerciaux, il y a des limites au contrôle qu'on a sur ces situations-là, surtout quand on se retrouve pris dans une guerre commerciale entre 2 autres pays. Donc, les compensations, on parle de compensation quand on parle du secteur de la gestion de l'offre parce que on a fait un choix qui n'a pas été facile, qui n'était pas de gaieté de cœur, mais bon, on avait quand même une certaine décision à prendre. Pour les autres secteurs, je ne vous dis pas que c'est impossible d'avoir des compensations quand il y a vraiment des situations exceptionnelles, mais mon objectif premier en ce moment, c'est de faire ensemble que les programmes de gestion de risque soient plus généreux et mieux adaptés aux nouvelles réalités commerciales et climatiques pour que vous sachiez sur quel pied danser, puis qu'on ne soit pas toujours à court terme en train d'essayer de prendre des compensations sur la base d'informations qu'on a plus ou moins.
Donc, c'est pour ça qu'agri-stabilité, c'est vraiment la priorité à très, très court terme. Et si tout va bien avec les provinces dans 2 semaines, moi, je vais travailler très fort pour qu'on ait des changements dès ce printemps. Alors, pour le dossier des producteurs de porc, on a le groupe de travail, on va évaluer les impacts ensemble, puis je ne peux pas prendre d'engagement clairement aujourd'hui, mais on continue à regarder les impacts réels que ça a sur l'industrie. Merci. Aussi avec les producteurs de grains. Oui, avec effectivement, les producteurs de grains, particulièrement le canola. Donc, on a des groupes de travail sur les deux groupes. Groupe de travail, ça inclut, en fait, c'est présidé par mon sous-ministre, avec des représentants des ministres de quelques provinces les plus touchées et des représentants de l'industrie aussi. Un des objectifs, c'est vraiment de bien identifier les impacts sur l'industrie parce que, bon, il y a plein de chiffres qui sortent dans tous les sens, donc de vraiment comprendre les impacts sur l'industrie et de voir aussi quelles sont les alternatives. C'est sûr que les compensations, c'est toujours un des éléments, mais la question de la diversification, c'est un autre élément important. Bon, avec le canola, vous le savez, on est en consultation à l'Organisation mondiale du commerce. On a aussi l'ambassadeur Barton qui est rentré en poste, qui a une influence intéressante aussi sur le terrain, il connaît bien la Chine. Donc, on essaie vraiment de travailler en équipe, puis avec l'industrie qui a sa présence sur le terrain, nos antennes sur le terrain aussi, ça fait en sorte que, en partageant de l'information, bien, ça nous permet de prendre les meilleures décisions ensemble. OK. Là, les 3 questions, puis Mme Bibeau va terminer avec une réponse là, pour les 3 questions, parce que le temps file. Alors, numéro 4, 2 et 3. Bonjour, Mme Bibeau. Stéphanie Levasseur, des producteurs de pommes du Québec. Félicitations. Bien contente que votre mandat ait été reconduit puis qu'on ait une ministre qui est au fait de nos revendications dans le secteur horticole, particulièrement sur les programmes de main-d'œuvre, travailleurs étrangers temporaires. Est-ce qu'on peut se fier sur vous pour rapidement éduquer et informer vos nouveaux collègues à l'emploi et à l'immigration et qu'on se retrouve avec des résultats dans la prochaine année? Là, on traîne ça depuis 2014 déjà. OK. Micro numéro 2. Oui, bonjour, Mme Bibeau. Normand Roy, au Lac-Saint-Jean. Vous savez, près de où je demeure, on a une station, une ferme expérimentale. Même si ça ne fait pas de recherche au niveau bovin, elle fait de la recherche au niveau céréalien. Avec le changement climatique, cette ferme demeure très importante qui reste en place. Parce qu'elle a eu des résultats importants dans les dernières années. Je voudrais savoir si vous avez l'intention de la garder ouverte. Merci. Merci. Numéro 3. Oui, bonjour Mme Bibeau, Pascal Forêt, président des Fruits et légumes de transformation. Le dossier des travailleurs étrangers temporaires est quelque chose qui nous préoccupe d'une très grande envergure. On en parle régulièrement, mais l'enjeu est tellement important qu'il est nécessaire d'utiliser toutes les tribunes qui nous sont offertes pour vous interpeller à ce sujet. Les agriculteurs priorisent l'embauche de travailleurs locaux, mais il est impossible de pourvoir à tous les postes vacants. Bien sûr, le recours aux travailleurs étrangers temporaires est essentiel pour continuer d'assurer notre avenir alimentaire. Les programmes d'immigration temporaire doivent être mieux adaptés au secteur agricole et doivent suivre son évolution. Et c'est pourquoi on vous demande que le recours aux travailleurs étrangers soit simplifié d'un point de vue administratif, réduction du nombre de programmes et abolition de la liste des produits agricoles, qu'un traitement administratif allégé et accéléré soit mis en place pour les employeurs qui utilisent le programme depuis plusieurs années / employeurs accrédités. Et de permettre aux travailleurs étrangers d'œuvrer pour plus d'un employeur et faciliter le transfert peut-être d'une ferme à l'autre, spécialement pour les travailleurs guatémaltèques. Vous le savez, les travailleurs étrangers temporaires sont essentiels pour les opérations sur nos fermes. Les travailleurs doivent pouvoir changer d'employeur facilement et rapidement, dans le fond, pour sauver les récoltes et ainsi de suite, tout ce qui s'y attache. Vous connaissez la problématique, mais est-ce que vous pouvez vous asseoir avec la ministre de l'Emploi et le ministre de l'Immigration afin que les travailleurs du Guatemala aient les mêmes permis de travail que les travailleurs mexicains? Merci. Merci. Le programme des travailleurs étrangers, c'est clairement une priorité. Puis j'ai déjà commencé à avoir des discussions, je voudrais, informelles avec la ministre Qualtrough. Je sais que dans son propre comté, c'est quelque chose comme députée sur lequel elle a été beaucoup interpellée. Alors déjà, elle comprend l'enjeu et c'est une priorité. Je le sens dans la discussion qu'on a déjà commencé à avoir. Le dossier des
ou l'option des programmes d'employeurs de confiance ou accrédités. Je sais clairement que c'est sur la table. Donc, il y a eu une grosse consultation qui a été faite là, au printemps passé et on va s'asseoir ensemble très, très bientôt pour éplucher ça. Il faut être sûr que je vais l'encourager, mais je l'ai senti déjà très, très impliqué, interpellé par cette question-là. Donc, ça m'encourage. Pour la ferme expérimentale, de façon générale, on est plus dans un mode de réinvestissement dans la recherche, dans les sciences. Alors, je ne peux pas vous parler spécifiquement de votre ferme, mais il n'y a rien sur mon radar pour faire la fermeture de quelque ferme que ce soit. On pourra regarder de façon plus spécifique s'il y a un cas particulier pour lequel je devrais être interpellée, mais sur mon radar, c'est beaucoup plus de valoriser la recherche, la science, l'innovation, parce que c'est tellement important pour différentes raisons, mais entre autres pour que vous soyez plus résilient face au changement climatique. Merci beaucoup.